Euh, avec Jean-Seb. T'as vu comment? Alors là, tu sais, un démenti formel devant ma famille qui me regarde. On a des preuves. Jean-Seb, si on partait s'occuper un peu d'ostréiculture, parce que s'il y a bien un produit oléronais, c'est l'huître. Et c'est lié de toute manière, tu le disais Olivier tout à l'heure, le sel et les huîtres ici, c'est indissociable puisque les bassins des marais salants servent également à l'affinage des huîtres de Marennes-Oléron. Et on va aller justement à Château d'Oléron. C'est un ancien petit port de pêche qui tire son nom d'un château féodal qui gardait la côte occidentale de l'île. Il y avait tout un réseau de châteaux qui gardaient. Fort Boyard en est un d'ailleurs parce que ça n'est pas qu'une émission de télévision. Fort-Louvois, exactement. Juste en face du château. Absolument. Et Louis XIV a demandé évidemment à l'inévitable Vauban de concevoir ce système de défense. Du coup, il y a cette étoile de pierre qui représente le système de fortification Vauban. Il en profita pour réorganiser la ville et j'ai envie de vous emmener visiter non pas seulement le fort que nous découvrons là, mais la petite cité de Château d'Oléron, un peu moins de 4000 habitants, et vous allez voir qu'il y a une place d'armes, il y a une citadelle, et puis il y a évidemment des huîtres. 5h30 du matin au Château d'Oléron. C'est l'heure pour Bernard, ostréiculteur, de rejoindre son parc à huîtres. Et le temps presse, car ici, c'est la mer qui commande. Alors, il était important de partir vers les 6 heures, ce qui correspond à peu près à 2 heures avant la marée basse. C'est à peu près notre créneau horaire pour pouvoir se positionner correctement dans les parcs sans être au sec. Parce qu'une fois que le bateau est au sec, on ne peut plus le bouger, on ne peut plus le manipuler, donc il faut tout porter, c'est plus compliqué. Mais ce matin, la marée lui fait payer son léger retard. Merde. Bah, pas bon. On est parti trop tard. On est au sec, mais pas au bon endroit. Les poches d'huîtres pèsent plusieurs kilos. Il faut absolument se rapprocher au plus près des tables d'élevage pour pouvoir les implanter. Il vient ce bateau, mais il est lourd. Ça y est, notre ostréiculteur peut enfin commencer à déposer une partie de ses poches d'huîtres. J'ai stocké toutes ces huîtres sur les tables. Elles vont être attachées. Comme ça, elles ne sont pas en contact direct avec la vase. Et elles vont pouvoir pousser tranquillement. Mais une fois la première table d'élevage remplie, il faut aller à la suivante rapidement, car la mer continue de descendre inlassablement. Les collègues vont se foutre de moi. Tirer le bateau, c'est normal. Rester échoué, ça l'est moins. Tac. Et ce qui devait arriver arriva. Le bateau reste échoué en plein milieu du parc à huîtres. C'est embêtant, c'est toujours embêtant là, parce qu'on est coincé, on est obligé d'attendre pour repartir, alors qu'on aurait pu finir tranquillement et puis aller ailleurs, quoi. Donc c'est un problème. Aujourd'hui, c'est un problème. En attendant, Bernard décide d'aller vérifier l'état de sa nurserie. Les petites huîtres, les bébés huîtres. Quand on bouge les poches et qu'on entend un bruit très spécifique de... Ça, on est content d'entendre ce bruit-là. C'est un bruit d'huîtres qui pousse, donc ça nous plaît bien. Ça y est, la mer est remontée. Bernard peut enfin rentrer au port, avec, comme chaque jour, un sentiment de fierté du travail accompli. C'est quand même un beau métier. On amène nos huîtres à la taille vendable. On est content de les fournir aux clients et il est content pareil, parce qu'il les apprécie. Après une journée en mer, lorsqu'il en a la possibilité, Bernard aime rejoindre ses amis pour une dégustation d'huîtres. Un moment unique qu'il n'échangerait pour rien au monde. Alors ça, effectivement, tu sais Vincent, on le sait pratiquement tous, Olivier, mieux que personne, goûter une huître qui sort de l'eau, c'est un truc absolument magique. Parce qu'on a l'impression de manger une espèce de grande bouchée de mer. C'est quelque chose de totalement incroyable. Et en plus, elle est à la bonne température. Alors Et souvent, les elle sert trop fraîche, ou pas assez Et les pile poils, froide. et ça donne quelque chose de magique. Moi, je trouve que l'huître, c'est une des merveilles absolues de ce qu'on peut trouver dans une assiette. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ça c'est clivant. Je crois que Marc Tercelin, il aime pas trop les huîtres. C'est pas son truc. Non, si, j'adore les huîtres. C'est les huîtres qui m'aiment pas, on dit en général. J'adore les huîtres, celles qui m'aiment pas. Je suis du déproche. Ouais. Non, j'adore les huîtres, mais c'est vrai que j'ai eu une fois un problème et c'est depuis. Du coup, ça voilà. Les gilardos, les joguets, tout ça, que j'ai beaucoup consommé. J'aime beaucoup les huîtres.
pour dire. Hein. Non, mais il y a aussi, il y en a des. Et alors, il y a non seulement, il y a non seulement les paysages de marais marais et de bassins d'affinage qui sont quelque chose de très particulier, de très beau, mais il y a aussi tout l'habitat qu'il y a autour, ces jolies cabanes qu'on trouve où effectivement, alors c'était les cabanes des ostréiculteurs, c'est devenu beaucoup des cabanes d'artistes. D'artistes, sur le château d'Oléron. Oui, exactement. Et on y a fait, et ça donne ces endroits très colorés, extrêmement vivants. Et tu sais pourquoi elles sont de cette couleur? C'est le reste des peintures de bateaux. C'est ça, tout à fait. Avec le reste de peintures, il terminait sur la cabane. Et voilà, et ça donne cet environnement extrêmement coloré, très beau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici on faisait des huîtres plates jusqu'au 19e, et puis il y a eu cet épizootie qui a ravagé l'huître plate. On est allé chercher une huître japonaise, et c'est devenu ces huîtres magiques qu'on trouve ici. D'abord portugaises, et la deuxième fois japonaise. Oui, parce qu'à l'origine, les huîtres plates sont les huîtres endémiques. Sont les huîtres d'ici, enfin de notre littoral. Et les creuses, elles viennent de plus loin. Alors, on est avec Marc Tiercelin à notre table de Mille en France. Marc qui est avec nous, qui vient passer un moment oléronais avant de partir à la rencontre des peuples et des mers sur une autre chaîne, sur une chaîne camarade à Arte, il faut pour la citer. C'est une série où vous allez en fait à travers le monde. Je le rappelle, 4 Vendée Globe, 5 tours du monde, ce qui fait, si je ne m'abuse, 9 tours du monde en tout. Non, c'est 4 Vendée Globe dans les 5. Ah bon, d'accord. Ah bon, parce que je me disais, là, il y a une arnaque quelque part. Faut m'en garder un peu pour la suite. Hein. D'accord. Et là, du coup, vous refaites le tour du monde. Là, je refais le tour du monde depuis 2 ans avec pour Arte. En fait, c'est ce qu'ils appellent des séries incarnées. C'est-à-dire un marin va à la rencontre des peuples des mers, comme ils ont eu un urgentiste qui a été à la rencontre des médecines du monde. Et vous partez aux Açores demain? Oui, alors ça c'est pas pour ça, c'est pour autre chose, pour une conférence. Mais sinon pour le peuple, des fois que ça manquerait un peu de voyage. Oui, voilà. Mais pour les peuples des mers, on fait 20 pays, 20 peuples, dont des peuples migrants. Comme les Vèzes à Madagascar, les Badjo en Indonésie, les Moken en Thaïlande, et on vit avec eux à bord de leur bateau. Et en fait, mon rôle, c'est pas vraiment d'être journaliste, c'est d'aller vers eux et de leur faire parler de leur vie, de la pêche, beaucoup. Alors c'est un peu dans les yeux de Marc, quoi. Voilà, c'est ça. Il se confie aux marins que vous êtes.